Femme stérile, si tu ne donnes pas d'enfant à mon fils et un petit enfant à moi, je te ferai vivre un enfer. Maman, je t'en prie, ce n'est pas ma faute. Je m'appelle Cathy, et si tu m'avais vu le jour de mon mariage, la façon dont je riais, dont je tenais la main de Tony comme si c'était la chose la plus sacrée que j'ai jamais touchée, tu n'aurais jamais cru que ces mêmes mains feraient un jour leur valise en silence, sous le regard souriant de sa famille, assise sur le seuil. Mais permettez-moi de commencer par le début, car cette histoire n'a pas débuté par une trahison. Elle a débuté par l'amour, le véritable amour, celui qui fait croire à une jeune femme que si elle donne suffisamment, si elle endure suffisamment, si elle prie suffisamment, tout finira par s'arranger. J'avais 24 ans quand j'ai épousé Tony. Il avait 31 ans, était sûr de lui, les épaules larges, le genre d'homme qui, en entrant dans une pièce, attirait tous les regards. Sa mère, Madame Vicky, ne voulait pas qu'il m'épouse. Elle le lui avait dit franchement, non pas en secret, mais là, à table, lors de notre premier dîner de famille, que j'étais trop ordinaire, que je n'avais rien, qu'un homme comme son fils méritait mieux. Tony avait pris ça à la légère, il m'avait serré la main sous la table et m'avait chuchoté. Ne t'en fais pas pour elle, elle parle comme ça à tout le monde. Je l'avais cru. Je l'avais cru comme seule une femme amoureuse peut croire un homme, sans réserve, sans poser de questions, sans même chercher à déceler les failles qui commençaient déjà à apparaître sous ses pieds. Nous nous sommes mariés en décembre, sous un dais blanc, avec des décorations orange et or, et un riz jollof dont tout le quartier parle encore. Je portais une robe que ma mère avait économisée pendant 3 ans pour m'aider à l'acheter. J'ai pleuré à l'hôtel, non pas de tristesse, mais d'émotion, car j'avais le sentiment que ma vraie vie commençait enfin. Mais la deuxième année, quelque chose avait changé. Je n'étais pas enceinte. Je n'ai pas paniqué. Beaucoup de couples essaient pendant 1 an, 2 ans, j'avais lu ça. Je me suis dit qu'il fallait être patiente. Je lui préparais ses plats préférés. Je priais tous les matins avant son réveil, agenouillée sur le sol froid, ma voix à peine audible. La 3e année, Madame Vicky commença à venir plus souvent. Et chaque visite ressemblait à une inspection. Elle parcourait lentement la maison, son regard scrutant tout. Les rideaux, la cuisine, moi, comme si elle évaluait les dégâts. Elle s'asseyait en face de moi à table, sirotait son thé, puis lançait une phrase qui semblait être une conversation, mais qui sonnait comme une gifle. Cathy, as-tu consulté un médecin? Cathy, dans notre famille, les femmes sont très fertiles. Toutes les tantes de Tony ont eu des enfants dans l'année qui a suivi. Cathy, tu manges bien? Le stress peut obstruer l'utérus, tu sais. Toujours Cathy, toujours moi, jamais son fils. Et Tony, mon mari, celui qui m'avait serré la main sous la table, restait assis là, sans rien dire. Pas un mot pour se défendre, pas un mot pour me corriger. Il se contentait de regarder son téléphone ou par la fenêtre, comme si la conversation ne le concernait pas. Ce silence fut la première blessure, celle qui ne saigne pas immédiatement. Mais plus tard, au beau milieu de la nuit, on pose la main sur sa poitrine et on comprend que quelque chose est brisé. Au bout de 4 ans, je suis allée seule à l'hôpital. J'étais assise dans une salle d'attente aux chaises en plastique, avec un ventilateur de plafond qui vacillait comme s'il était à bout de souffle. Et j'ai laissé un médecin me faire des examens. J'étais terrifiée, non pas parce que je craignais d'avoir un problème de santé, mais parce que je savais déjà ce qui se passerait si les résultats étaient incertains. Je savais déjà qui serait tenu pour responsable. Les résultats sont arrivés. La doctoresse, une femme discrète avec des lunettes de lecture sur le nez, a dit à Madame Cathy: il n'y a rien ici qui puisse vous empêcher de concevoir. Vos taux hormonaux sont normaux. Vos trompes sont perméables. Avez-vous fait des analyses ensemble, vous et votre mari? Je suis rentrée chez moi et j'en ai parlé à Tony. Il me regarda de l'autre côté du salon, et quelque chose bougea dans son regard. Quelque chose que je ne saurais nommer alors, mais que je comprends maintenant. C'était la peur. Ce genre de peur qui se déguise en colère. Je n'ai pas besoin de test, Cathy. Sa voix était basse et définitive. Je suis un homme, un vrai homme. Je ne vais pas m'asseoir à l'hôpital pour qu'un médecin me parle de mon propre corps. Je n'ai rien de mal. Tony. Fin de la conversation, Cathy. Et c'est tout. Ce soir-là, je me tenais dans la cuisine, remuant une soupe dont je n'avais plus envie, écoutant le son de la télévision du salon, et j'ai compris pour la première fois ce que signifie se sentir seul au sein d'un mariage. Non pas seul parce que son conjoint est absent, mais seul parce qu'il est là, à 3 mètres, et qu'il a choisi de ne pas vous voir.
Cette nuit-là, j'ai pleuré dans la vapeur de la casserole pour qu'ils ne m'entendent pas. Mais Madame Vicky a appris les résultats des analyses, ce qui ne révélait rien d'anormal, et au lieu d'être une bonne nouvelle, au lieu qu'on se dise. Alors peut-être devrions-nous examiner Tony. Ses paroles ont pris une toute autre tournure. Elle est allée à l'hôpital sans rien dire à mon fils. Elle essayait de prouver sa pureté par des tests. Comme si le papier pouvait changer ce que Dieu ne lui avait pas donné. Et voilà comment mes résultats négatifs sont devenus la preuve de ma culpabilité. Au bout de 5 ans, ils ont arrêté de faire semblant. Aux réunions de famille, à Noël, à Pâques, au baptême des enfants des autres, j'arrivais au bras de Tony, bien habillée, souriante, de ce sourire forcé qu'on arbore quand on lutte pour préserver sa dignité. Et je voyais Madame Vicky, au milieu des tantes, parler juste assez fort pour que je l'entende. Elle est toujours là, mais elle ne peut pas avoir d'enfant, que voulez-vous? Les femmes stériles freinent les hommes, mais certains hommes sont trop faibles pour agir. Stérile, ce mot. Je veux que vous compreniez l'effet de ce mot sur une femme. Il ne se contente pas de décrire, il efface. Il vous dépouille de tout ce que vous êtes, votre rire, votre intelligence, votre bonté, votre histoire, vos rêves, et vous réduit à une seule chose, une chose vide et défaillante. J'avais 31 ans et il m'avait réduite à l'état de simple figurante à une table où je n'avais même pas le droit de me défendre. Tony ne les a jamais repris, pas une seule fois. Et dans ces moments de silence où je le regardais, attendant juste qu'il dise un mot, qu'il s'interpose entre sa famille et moi avec ne serait-ce qu'une fraction de l'énergie qu'il déployait pour protéger son propre orgueil, il détournait le regard. À chaque fois qu'elle détournait le regard. Je me souviens précisément de l'après-midi où c'est arrivé. C'était un mardi. Je le sais parce que j'étais allée au marché le matin et que la réunion du groupe de femmes du mercredi était le lendemain. J'étais en train de laver des tomates à l'évier de la cuisine quand j'ai entendu le portail s'ouvrir. J'ai entendu des voix. La voix de Tony, basse et posée, comme lorsqu'il était détendu. Et une autre voix, plus légère, plus aiguë, avec une sorte de clarté qui me figea aussitôt les mains dans l'eau. Je les essuyai sur mon pagne et me dirigeai vers la porte du salon. Elle se tenait dans mon salon. Jeune, peut-être 23 ou 24 ans, le teint clair, comme disait la famille de Madame Vicky, synonyme de beauté. Elle portait une robe d'été jaune à petites fleurs et un sac de week-end. Tony se tenait à côté d'elle, les mains dans les poches. Il me regarda comme on regarde quelqu'un quand on a répété la scène à l'avance, mais que les mots restent coincés dans la gorge. Kate, dit-il, voici Sheila. Elle restera avec nous. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas dit un mot. Je suis restée plantée là, dans l'embrasure de la porte, le robinet de la cuisine coulant encore quelque part derrière moi, et j'ai regardé mon mari, debout à côté d'une femme avec un sac de week-end dans mon salon. Tu restes avec nous, ai-je répété. Oui, a-t-il répondu en s'éclaircissant la gorge. Tu connais la situation. 8 ans, Kate. 8 ans et rien. Un homme a des besoins. Un homme a un nom à porter. J'ai besoin d'enfants. Sheila comprend ce dont j'ai besoin. La robe d'été jaune, le sac de week-end, la façon dont elle ne me regardait pas directement, non pas avec honte, mais avec l'évitement prudent de quelqu'un à qui l'on a dit de s'attendre à une scène, mais qui fait tout pour l'éviter. J'ai senti le sol se dérober légèrement sous mes pieds. Non pas par choc, car au fond de moi, dans cette part de moi qui sait les choses avant même qu'on soit prêt à les savoir, je l'avais senti venir, comme le temps, comme cette pression particulière dans l'air avant l'orage que le corps perçoit avant l'esprit. Non, ce bouleversement venait d'autre chose. De la clarté absolue de voir ce que l'on redoutait, pleinement réalisé devant soi. En réalisant que la vie que j'avais tenté de sauver, le mariage dans lequel je m'étais insidieusement enfoncé pendant 8 ans, avait déjà été emballé et confié à quelqu'un d'autre, j'ai fermé le robinet de la cuisine. Je suis allée dans notre chambre. Je suis restée longtemps assise au bord du lit, à fixer les rideaux. Puis j'ai entendu la voix de Madame Vicky à la porte d'entrée. Elle était arrivée, et ce n'était pas un hasard. Elle attendait dehors. Elle entra en saluant Sheila comme une fille, son rire franc et chaleureux, un rire qu'elle n'avait jamais utilisé pour me saluer. Ma fille, l'entendis-je dire. Bienvenue, bienvenue dans cette maison. Dieu vous a envoyé ici. Dieu vous a envoyé ici. 8 ans de prière, 8 ans de remèdes à base de plantes, 8 ans de visite à l'hôpital, 8 ans à genoux sur le sol froid à 5 heures du matin. 8 ans à essayer de sauver mon mariage de mes propres mains, sous le regard et les murmures de tous. Et Dieu m'avait envoyé Sheila. Dans les semaines qui suivirent,
Ma maison devint méconnaissable. Sheila quitta la chambre d'amis pour s'installer dans la chambre parentale en moins d'1 mois. On m'ordonna, sans me le demander, de déménager dans la plus petite chambre du fond, celle dont la fenêtre donnait sur le mur d'enceinte et ne laissait entrer aucune lumière le matin. J'ai déplacé mes affaires en silence. J'ai replié ma vie, la réduisant peu à peu à l'essentiel, jusqu'à ce qu'elle tienne dans cette pièce sombre. Je me suis dit que c'était temporaire, que quelque chose allait changer, que Dieu, celui-là même que Madame Vicky prétendait avoir envoyé Sheila, veillait sur moi. Sheila n'était pas méchante au sens où elle criait ou faisait preuve de cruauté directe. Elle était pire. Elle était indifférente. Elle se promenait chez moi comme si ça lui avait toujours appartenu, utilisant ma cuisine, mes casseroles, réorganisant mon étagère à épices, demandant à la femme de ménage de faire les choses d'un ton qui montrait clairement qu'elle se considérait comme la maîtresse de maison. Et Tony, mon mari, la laissait faire, plus que la laissait faire. Il l'encourageait. Il lui achetait des choses. Il l'emmenait le week-end dans des endroits que nous avions cessé de fréquenter depuis des années. Il rentrait à la maison plein d'énergie, parlant, riant. Une version de lui-même que je n'avais pas vue depuis des années, comme si ma présence avait été latente depuis toujours. Madame Vicky venait presque tous les jours maintenant. Sheila, manges-tu assez? Sheila, laisse-moi te montrer comment Tony aime sa soupe au poivre. Sheila, ne t'inquiète pas. Voilà à quoi sert la femme de ménage. Et parfois, en passant devant la pièce où elles étaient assises, je l'entendais prononcer mon nom, pas fort, mais suffisamment distinctement. Une femme qui ne peut donner d'enfant à un homme est comme un puits sans eau. À quoi me sert-elle? Réfléchissez-y un instant. 8 années de ma vie, 8 années d'amour, de cuisine, de gestion d'une maison, de soutien indéfectible à un homme confronté à ses pertes d'emploi, ses drames familiaux et ses sautes d'humeur, et me voilà réduite, dans ma propre maison, à un puits sans eau. J'ai cessé de partager leur table. J'ai emporté mon assiette dans l'arrière-salle et j'ai mangé seule, écoutant leur rire qui filtrait à travers les murs. Je me suis mise à me réveiller à 3 heures du matin, non pas à cause de cauchemars, mais d'une profonde agitation animale, comme si quelque chose en moi refusait d'accepter que ce soit désormais ma vie, comme si une partie de moi n'avait pas encore capitulé, même si tout le reste était épuisé. Mes prières étaient différentes à cette époque, non plus les douces prières d'avant, du genre, s'il te plaît, Dieu, bénis mon ventre. C'étaient des prières plus difficiles, des prières désespérées, de celles qui s'échappent plus comme un gémissement que comme des mots. Je ne savais pas alors que ces prières étaient déjà exaucées. Je ne pouvais simplement pas encore comprendre comment. Et puis, un événement a tout bouleversé. Mais avant tout, si cette histoire vous parle, si vous avez déjà été accusé ou à tort, abonnez-vous à cette chaîne car l'histoire de Katé est loin d'être terminée. Et la suite vous laissera sans voix. Le matin où Tony a annoncé sa grossesse, il a appelé tout le monde. Absolument tout le monde, sa mère, ses oncles, ses cousins de l'Est, les voisins, le pasteur de l'église que nous avions cessé d'aller ensemble, des gens que je n'avais pas vus depuis des années, des gens qui étaient venus à notre mariage, qui avaient mangé nos frites au jollof, qui avaient dansé sur notre piste de danse et qui, depuis, ne parlaient que de ma grossesse à voix basse. Il les a tous appelés. Il ne m'a rien dit. Je me suis réveillée au bruit des gens qui arrivaient, des voitures qui entraient dans la cour, des voix, des rires, le bruit des chaises en plastique qu'on installait dehors. Je suis sortie de ma chambre, encore en peignoir, confuse, clignant des yeux à cause de la lumière, et je suis entrée dans une cour pleine de monde. Des ballons. Quelqu'un avait apporté des ballons. Sheila était assise sur une chaise au milieu de la cour, telle une reine sur son trône, vêtue d'une robe moulante qui laissait deviner son petit ventre rond, mais indéniable. Elle rayonnait comme certaines femmes en début de grossesse, non seulement physiquement, mais aussi d'une sorte de triomphe particulier. Tony se tenait à côté d'elle, la main sur son épaule. Il me regarda entrer dans l'enceinte et une expression passa sur son visage. Non pas de la culpabilité, plutôt de la satisfaction. L'expression d'un homme qui attendait depuis longtemps de prouver quelque chose et qui est enfin parvenu. Tout le monde, s'écria-t-il, élevant la voix pour que tout le camp l'entende. Comme vous pouvez le constater, Dieu a béni cette maison. Sheila porte mon enfant. De 3 mois. Il marqua une pause et, durant ce silence, il me regarda de nouveau. Certaines personnes ont passé 8 ans dans cette maison sans rien me donner. Vous comprenez maintenant d'où venait le problème. Certaines personnes. Il n'a pas prononcé mon nom. Il n'en avait pas besoin. Tous les regards dans cette enceinte se tournèrent vers moi. J'étais là,
en pagne du matin, les cheveux en bataille, les mains vides, tandis qu'une foule de gens me dévisageait avec cette expression si particulière de ceux qui assistent à une punition publique qu'ils estiment méritée. Madame Vicky se mit à pousser des you-you, ce cri perçant de joie, et d'autres se joignirent à elle. On attendit une boisson fraîche à Sheila. D'autres servaient déjà à manger. Et moi, je restais à l'écart, dans ma propre cour, à une fête chez moi, entouré de gens venus célébrer la preuve de mon inutilité. Et j'ai senti quelque chose en moi s'apaiser profondément. Pas se briser. S'apaiser. Il y a une différence. L'effondrement est bruyant. L'effondrement, c'est quand on s'écroule, quand on pleure devant les gens, quand on leur offre la scène qu'ils attendent. Le silence, c'est autre chose. Le silence, c'est quand la dernière chose à laquelle on s'accrochait encore se relâche enfin, quand les mains s'ouvrent et qu'on cesse de serrer. Je suis rentrée. J'étais assise dans mon arrière-salle. J'écoutais la fête à travers le mur. La musique, les rires, la voix de Tony qui résonnait d'une fierté et d'un bonheur que je ne lui avais pas entendu depuis des années. J'ai donc décidé de ne pas me battre, de ne pas affronter, de ne pas supplier. J'ai décidé de partir. Pas ce jour-là, pas sans dignité, mais bientôt. J'ai commencé à prendre des dispositions discrètes. J'ai appelé ma sœur cadette, Adéasie, qui habitait à l'autre bout de la ville. Je lui ai raconté ce qui se passait d'une voix si calme qu'elle a pleuré au téléphone, contrairement à moi. Je lui ai dit que j'avais besoin de quelques semaines pour me préparer. Elle m'a répondu qu'elle serait prête quand je le serais. J'ai donc commencé à transférer discrètement mes documents importants sur plusieurs jours. Mon certificat, ma carte d'assurance maladie, les quelques économies que je gardais précieusement dans une enveloppe cachée derrière le double fond de mon armoire, cet argent dont personne n'avait connaissance, cet argent que j'économisais depuis 3 ans avec une intuition inexplicable, comme si une petite voix intérieure savait déjà que j'en aurais besoin. Mais voilà, il en va des choses avec les projets, avec les préparatifs minutieux et discrets d'une femme qui a enfin pris une décision. Parfois, Dieu, le vrai, pas celui que Madame Vicky invoquait, agit plus vite que vos plans. Car 3 semaines après la fête, Sheila s'est effondrée. J'étais dans la cuisine quand c'est arrivé. J'ai d'abord entendu un bruit sourd, un son lourd et soudain venant de la chambre. Puis la voix de Sheila, aiguë et étrange, qui prononçait le nom de Tony. Puis les pas de Tony, rapides et paniqués comme je ne lui avais jamais entendu. Puis des cris. Puis le son d'un coup de téléphone, une ambulance, la voix de Madame Vicky qui résonnait comme un ouragan à travers le portail. Je suis restée sur le seuil de la cuisine et je les ai regardés emporter Sheila. Je n'ai rien ressenti dont j'ai honte. Je tiens à le dire sincèrement. Je n'ai ressenti aucune joie, mais je n'ai pas non plus éprouvé l'inquiétude désespérée de quelqu'un qui apprécie la situation. J'ai ressenti l'étrange immobilité de celui qui observe quelque chose évoluer, comme on observe la marée changer de direction. Je suis retournée à la cuisine, j'ai fini de faire la vaisselle et j'ai attendu. L'hôpital se trouvait à l'autre bout de la ville, un de ces grands bâtiments publics qui sentaient le désinfectant et le sol dur, et où les longs bancs devant les salles étaient toujours occupés par des familles assises avec la patience particulière de ceux qui attendent des nouvelles qu'ils ne sont pas sûrs de vouloir recevoir. Tony avait emmené Sheila en urgence là-bas le soir même. Le lendemain matin, Madame Vicky et 2 tantes l'avaient rejoint dans la salle d'attente. Je le sais parce que la femme de ménage m'a dit qu'au cours de ces semaines, elle était devenue une sorte de témoin discret. Comme ces personnes qui, bien qu'invisibles dans une maison, finissent par tout voir. L'état de Sheila s'était compliqué. Les médecins devaient procéder à des examens, la procédure habituelle dans ce genre de cas. Ils avaient besoin de son dossier médical complet. À elle et à son père. À son père. Tony ne s'y attendait pas. Il était entré dans cet hôpital comme un homme célébrant une victoire, la preuve de sa fertilité enfin incarnée dans le ventre d'une femme, son nom sur le point d'être transmis à la génération suivante. Il n'était pas venu s'attendre à être mis à l'épreuve. Mais la médecine ne fait pas de compromis avec l'orgueil. Le médecin, je l'ai appris plus tard par bribes de témoignages de différentes personnes présentes, a été franc. Pas désagréable, mais direct. Comme le sont les bons médecins lorsqu'ils privilégient la vérité au confort. Monsieur Tony, pour évaluer la santé du bébé et les éventuelles complications héréditaires, nous avons besoin d'un bilan de fertilité et d'un profil génétique complet des 2 parents biologiques. C'est une procédure courante. Tony aurait apparemment protesté, affirmant que c'était inutile, et aurait employé des termes comme « invasion » et « je connais mon propre corps ». Mais Madame Vicky, assise à côté de lui, et c'est ce qui me serre encore la gorge quand j'y pense,
c'est elle qui lui avait dit de le faire. Elle voulait en être absolument certaine, je crois. Après toutes ces années à me blâmer, elle voulait que ce soit confirmé noir sur blanc, sur un document officiel de l'hôpital, avec la signature d'un médecin. C'était bien moi. Elle avait elle-même demandé le test. Alors Tony l'a fait. Ils ont tous attendu. Puis le médecin est revenu. Je n'étais pas là. Je tiens à ce que ce soit très clair là-dessus. Je n'ai pas été témoin de ce moment, mais on me l'a décrit si souvent et avec tant de détails par des personnes présentes dans la pièce que je le vois aussi clairement que si j'y avais été. Le médecin était assis en face de Tony et de Madame Vicky. Le dossier était ouvert devant lui. Il prit une profonde inspiration, de celle que prennent les médecins lorsqu'une information qu'ils s'apprêtent à transmettre va bouleverser la vie de quelqu'un. Puis il dit, « Monsieur Tony, il faut que vous compreniez ce que je vais vous dire. » Tony fit apparemment un geste de la main, comme pour dire, « Je ne veux pas être surpris », un geste de dédain. D'après vos résultats d'analyse, vous souffrez d'azospermie. Cela signifie qu'il n'y a pas de spermatozoïdes dans votre éjaculat. Il ne s'agit pas d'une affection nouvelle. Au vu des taux observés, il est probable que ce soit le cas depuis plusieurs années, voire plus. En clair, Monsieur Tony, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Vous êtes médicalement infertile. De l'avis de tous, un silence complet s'installa dans la pièce. La tasse de thé de Madame Vicky, elle l'avait apportée dans un thermos comme toujours, était inclinée dans sa main. Quelqu'un la remarqua. Tony ne bougea pas. Le médecin poursuivit, calmement, avec cette douceur mesurée qui rendait la situation encore plus accablante. Ce qui signifie que la grossesse ne peut pas être la vôtre. Tony regarda le papier. Il regarda le médecin. Il regarda sa mère. Et puis, la logique mathématique de la situation, la simple et inévitable arithmétique réalité, lui apparut. S'il était incapable d'avoir des enfants, si cela durait depuis des années, alors le bébé que portait Sheila n'était pas le sien. Ce bébé fêté avec des ballons, des cris de joie et une cour remplie de témoins. Ce bébé qui avait servi à humilier publiquement sa femme depuis 8 ans. Ce bébé présenté comme la preuve de mon échec, de mon vide, de mon inutilité, n'était pas le sien. Madame Vicky se mit à pleurer, non pas doucement, mais bruyamment, d'un chagrin mêlé de colère, de honte, et de la dévastation propre à une femme réalisant que chaque mot prononcé à mon sujet, chaque humiliation publique orchestrée, chaque réunion de famille où elle avait présidé à ma honte, reposait sur un mensonge. Son mensonge, leur refus de connaître la vérité. Tony essaya de parler, mais n'y parvint pas. Une des tantes présentes me confia plus tard qu'elle ne l'avait jamais vu dans un tel état. Elle a dit que c'était le regard d'un homme qui voit le sol se dérober sous ses pieds, le regard de quelqu'un qui, depuis si longtemps, en était si certain qu'il n'avait pas envisagé l'alternative. Quand il est rentré ce soir-là, j'étais dans la pièce du fond. Je l'ai entendu entrer, je l'ai entendu s'asseoir longuement au salon sans allumer la télévision, j'ai entendu le silence d'une maison qui, pendant des mois, avait résonné des fêtes des autres et qui, à présent, était plongée dans un silence absolu. Il a frappé à ma porte. Je n'ai pas répondu. Il est resté là un moment. J'apercevais l'ombre de ses pieds sous la porte. Puis il s'éloigna. Allongé dans le noir, je fixai le plafond et ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Ni le bonheur, ni le triomphe, la paix. Une paix silencieuse et inconnue, celle qui ne naît pas de la réussite, mais de la vérité enfin révélée, du mensonge qui s'effondre sous son propre poids. La vérité était là, désormais, et il était impossible de la faire disparaître. Je suis sortie de chez moi un samedi matin. Je ne suis pas partie en pleine nuit comme une fugitive. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. Je me suis habillée avec soin, comme on s'habille quand on veut se souvenir de soi. Un chemisier en carafe foncé, mes jolies sandales, les cheveux coiffés la veille. J'ai fait ma valise, celle que je préparais discrètement depuis des semaines. J'y ai mis mes papiers, mes économies, la petite photo encadrée de mes parents qui avait trôné sur ma table de chevet à chaque fois que j'avais vécu dans cette maison. Tony était au salon quand je suis arrivée avec ma valise. Il me regarda, et je le regardai. Cet homme que j'avais aimé de tout mon cœur. Cet homme qui, pendant 8 ans, avait laissé sa famille me dévorer vivante. Cet homme avait organisé une fête pour célébrer mon humiliation. Et j'ai ressenti quelque chose de très simple, de la pitié. Non pas pour ce qui m'était arrivé, mais pour lui. Pour cette petitesse qui avait toujours été en lui et que j'avais prise pour de la force. Pour toutes ces années qu'il avait passées à me montrer du doigt pour éviter de se regarder en face. Cathy,
dit-il. J'ai attendu. Je ne savais pas, dit-il, pour le test. Je ne savais pas. Et le plus étrange, c'est que je l'ai cru. C'était presque le pire, qu'il n'ait vraiment pas compris que tout cela, toute cette cruauté, tout ce silence, toutes ces années à me voir détruite par sa famille sous son regard impuissant par la fenêtre, n'était pas le fruit de la connaissance, mais de la lâcheté. Parce que tu as choisi de ne pas savoir. Parce que tu as décidé qu'il était plus facile de me laisser être la réponse plutôt que de poser la vraie question. Je sais que tu ne l'as pas fait, ai-je dit. Je suis sortie. Adèle m'attendait au portail avec la voiture de son mari. Elle m'a jeté un coup d'œil, a ouvert la portière et n'a posé aucune question. Elle avait toujours été comme ça. Elle savait que certaines choses n'avaient pas besoin de commentaires. Elle conduisait, tout simplement. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire se répandit comme dans la nôtre, rapidement, de façon détaillée, avec une diffusion si large que finalement tout le monde était au courant. J'en ai entendu différentes versions de la bouche de différentes personnes. Madame Vicky n'aurait pas quitté son domicile depuis 2 semaines. Tony avait confronté Sheila à l'hôpital. Sous le poids des preuves médicales, elle avait avoué que le père du bébé était un autre homme, une ancienne relation avec lequel elle n'avait pas définitivement rompu. La famille réunie pour célébrer mon humiliation commença discrètement, avec précaution, à se réorganiser. Certaines tantes de Tony m'appelèrent. Elles dirent des choses comme « On ne les a jamais vraiment crues, et tu sais comment Vicky peut être ». Je n'ai pas rappelé la plupart de ces personnes. Il existe des excuses qui ne coûtent rien, qui ne viennent qu'après que la personne qui les présente a confirmé qui avait gagné, et je n'en avais aucune utilité. Mais voici ce que je dois vous dire. Voici la véritable fin de cette histoire. 3 mois après mon départ, je suis allée consulter un médecin dans un autre hôpital, non pas parce que j'avais un problème, mais parce que je voulais enfin connaître la vérité sur mon propre corps. Non pas à travers des examens réalisés par peur, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement pour moi-même. La doctoresse était jeune, précise et d'une méticulosité qui m'a immédiatement mise en confiance. Elle gérait un cabinet sans rendez-vous. Assise en face de moi avec mes résultats, elle m'a dit « Madame Cathy, votre santé reproductive est excellente. Il n'y a absolument aucune raison médicale qui vous empêcherait de concevoir et de mener une grossesse à terme. Votre fertilité est parfaitement intacte. » Je la fixai du regard. 8 ans. 8 ans de remèdes à base de plantes, de prières, de salles d'attente d'hôpitaux, et d'être traité de stérile lors des réunions de famille et des cérémonies de baptême. Et même chez moi, pendant 8 ans, ce mot m'avait été infligé comme une marque au fer rouge. Et j'allais bien. J'avais toujours été bien. Les larmes qui ont coulé dans le cabinet du médecin n'étaient pas spectaculaires. Elles étaient silencieuses, de celles qui jaillissent du plus profond de soi, de cette part de nous qui retenait le pire et qui, enfin, le libère. J'ai porté ma main à ma bouche et j'ai pleuré quelques minutes, tandis que la jeune médecin faisait glisser discrètement une boîte de mouchoirs sur son bureau, sans dire un mot, car elle était assez sage pour comprendre que parfois, les mots sont superflus. J'ai tourné la page. C'est la seule façon honnête de le dire. Je n'ai pas entamé une nouvelle vie du jour au lendemain. Je m'y suis installée progressivement, comme on emménage dans une maison à rénover pièce par pièce. J'ai trouvé un petit appartement. J'ai repris mon activité de couturière, que j'avais mise de côté pendant mon mariage, et je l'ai relancée à partir de rien. J'ai eu des clients en 1 mois et des habitués en 3. Puis j'ai rencontré Daniel. Ce n'est pas une histoire d'amour au sens traditionnel du terme. Ce n'était ni spectaculaire, ni extraordinaire, ni impossible. Daniel était un homme que ma sœur m'a présenté lors d'un événement à l'église. Il était proviseur adjoint dans un lycée. Calme, posé, il avait une façon d'écouter qui donnait l'impression que ce que l'on disait était la chose la plus importante au monde. Il avait été marié auparavant, brièvement et mal, et il portait ce passé avec la sincérité de quelqu'un qui l'avait surmonté plutôt que de l'enfouir. À notre 3e rendez-vous, il m'a demandé doucement si je désirais des enfants. J'ai dit oui, maladroitement. Il a acquiescé, moi aussi. Nous nous sommes mariés en toute intimité, entourés de la famille, des personnes qui avaient été présentes pendant les années difficiles. Ma mère a tellement pleuré que son pagne était trempé à l'épaule à la fin de la cérémonie. Adèle a porté un toast qui a fait rire puis pleurer tout le monde, car elle a évoqué la pièce du fond, les ballons et la fête dans la cour sans jamais mentionner Tony ni sa famille. Mais tous ceux qui avaient besoin de comprendre, ont compris. Et puis, 14 mois après notre mariage, j'ai tenu mon bébé dans mes bras, une fille. Elle est née tôt le matin,
Et c'était parfait. Toute cette lumière qui arrivait d'un coup après une si longue période d'obscurité. Elle était petite, toute menue et chaude, avec le nez de son père et un cri qui emplit aussitôt la pièce, avec insistance, comme quelqu'un qui s'annonce. Je la serrai contre moi et sentis son souffle, sa chaleur et son poids si particuliers, petite mais réelle, indéniablement, totalement réelle. Et à cet instant, je repensais au visage de Madame Vicky, à la voix de Tony disant: Certains ont passé 8 ans dans cette maison et ne m'ont rien donné. Aux mots, stériles, prononcés par-dessus les tables où je n'avais pas voix au chapitre. Et je les sentis me quitter, non pas avec colère, ni avec triomphe, juste un soulagement, comme ouvrir un poing qu'on a serré si fort qu'on en avait oublié qu'il était fermé. Il s'était trompé à mon sujet, et pas seulement, il s'était trompé sur toute la ligne. Il s'était trompé sur l'origine du problème, sur le genre de femme que j'étais, sur ce que je méritais, sur ce dont j'étais capable et sur ce que ma vie allait devenir. Et leurs erreurs n'avaient en rien empêché ce qui m'était destiné. Ma fille a ouvert les yeux, j'ai prononcé son nom, et quelque part dans la ville, dans une maison qui fut jadis la mienne, j'ai imaginé Tony, accablé par le poids de tout ce qu'il avait refusé de savoir. Les années, les épreuves, la vérité qui attendait patiemment le moment où il ne pourrait plus la fuir. J'ignore ce qu'il devient, je ne le lui demande pas, mais je sais qu'un homme qui fonde son orgueil sur un mensonge ne peut rester debout une fois ce mensonge effondré. Le sol se dérobe sous ses pieds. Il voulait laisser une trace, et il l'a fait, mais pas celle qu'il avait imaginée.